Bon là, je vous avais prévenu, on était plus dans le moteur, hein. C'est la clé, l'approche par compétence, c'est une des pistes qui est envisagée pour le SMA. On passe à la troisième table ronde. Donc là, on élargit de nouveau le SMA au service de la communauté nationale, qui est présentée par, qui est animée, cette table ronde, par Madame Agnès Baer. Eh bien, bonjour à tous. J'ai un challenge de taille, c'est de faire une introduction moins longue que Philippe, mais aussi pertinente. Alors, je vais vous demander un peu d'indulgence. Je m'appelle donc Agnès Baer, c'est marqué derrière. Moi, je travaille au sein d'une fondation qui cible l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi, d'où ma rencontre avec le SMA. Et le fait que le SMA m'a beaucoup touchée. J'ai travaillé avec eux pendant un certain nombre d'années, donc je suis maintenant ambassadrice SMA et c'est la raison pour laquelle, fort gentiment, j'ai été conviée à cette table ronde. Il faut dire que 6000 jeunes passés au SMA en 2017, plus de 4000 qui en sont sortis avec 77% de sorties positives, c'est quand même un très beau résultat, vraiment très positif. Alors, on va aborder le SMA au service de la communauté nationale au travers particulièrement de trois thèmes qui sont le SMA qui est acteur de santé publique, également un thème autour du brassage, je dirais, de la rencontre de mondes différents, de mondes qui ne sont pas appelés habituellement à se rencontrer, et donc quelles sont les conséquences pour les uns et pour les autres, plutôt positives d'ailleurs, et un dernier volet en fait autour des jeunes, du savoir donner qu'on leur inculque au SMA et des conséquences sur eux, sur leur savoir-être, on va dire, au sens vraiment très large du terme. Et pour cela, je vous présente donc les trois intervenants de cette table ronde qui sont le médecin-colonel Arnaud Le Goff, qui dirige un centre de formation des métiers de la santé à Lavalbonne et qui a été de 2013 à 2015 médecin-chef du RSMA de Guadeloupe. Je vous présente également le colonel Pellissier, qui est actuellement commande le RSMA de Guadeloupe, et Côme de Brissé, non, je le savais, Côme de Cossé-Brissac, donc, qui est, et je suis ravie d'avoir appris un acronyme, un EOX, voilà, donc un élève officier X, dont j'en vois quand même un I aussi un peu là-haut, là je pense, avec des boutons rutilants, donc qui pourra nous faire part de son expérience après 4 mois à La Réunion, à diriger donc voilà, aussi, qui a été chef de section. Alors on va commencer en fait avec, si vous le voulez bien, le colonel Le Goff. Ça marche? Parfait. J'espère, ça marche. Alors, donc, le SMA en tant qu'acteur de santé publique, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous qui avez vu passer plus de 4000 jeunes quand vous étiez au SMA, bien en amont de leur parcours. Alors, pour que tout le monde comprenne bien comment ça marche, tout à l'heure ça a été précisé, les volontaires du service militaire sont des militaires, donc en tant que militaires, avant d'intégrer l'institution, on passe une visite médicale de sélection et après une visite médicale d'incorporation. Et donc, c'est lors de ces visites médicales et après des consultations que les médecins et les infirmiers du service de santé ont un vrai rôle de santé publique parce qu'on est un petit peu des sentinelles. Pour certains de nos jeunes ultramarins, c'est la première fois qu'ils ont une vraie visite médicale. Vraie visite médicale, c'est-à-dire une visite où ils sont entièrement déshabillés, examinés, mesurés, pesés, et on leur fait un certain nombre d'examens complémentaires. Et eh bien, lors de ces visites médicales de sélection, on peut découvrir un certain nombre de pathologies et du coup avoir là un vrai rôle de santé publique parce qu'on va adresser ces jeunes qui présentent
certains des maladies, d'autres juste des problèmes fréquents outre-mer, c'est-à-dire des problèmes d'obésité, des problèmes d'addiction, des problèmes d'infections sexuellement transmissibles ou éventuellement des problèmes psychologiques. On va pouvoir les adresser à nos confrères civils, et c'est là où le rôle est vraiment celui de la sentinelle, parce qu'une sentinelle toute seule elle ne fait pas grand-chose. Du coup, l'importance du réseau et d'être impliqué dans le maillage santé du territoire est particulièrement important. Vous voulez dire que le SMA donc, a une très grosse plus-value sur un certain nombre de maladies qui sont des maladies de société, on va dire, des maladies type addiction ou ce genre de choses, et que vous avez un rôle, vraiment une très grosse plus-value sur ce type de maladie et leurs conséquences. Comme l'a rappelé tout à l'heure le colonel Bocon-Violet, on voit quand même, selon les territoires, entre 10 et 20% d'une classe d'âge. Et on a une vraie plus-value sur le dépistage de ces pathologies et sur le conseil qu'on peut apporter. Par exemple, on va prendre le cas de l'obésité. Alors, en termes d'aptitude, on raisonne en termes de CIGICOP. C'est un acronyme un peu compliqué, mais chaque sigle correspond à une partie du corps. Et donc, on leur affecte des numéros. Et quand les numéros sont trop importants, eh bien, ça ne rentre pas dans le profil médical du stagiaire du service militaire adapté. Et quand on prend le cas de l'obésité, c'est le sigle G, et on prend jusqu'à G égale 4. Si quelqu'un a un indice de masse corporelle trop important, on le classera G égale 5 temporaire, et là on va lui donner un objectif de poids. Et il va revenir nous voir jusqu'à ce qu'il rentre dans les critères qui sont fixés par l'instruction ministérielle. D'accord, donc c'est une prise en charge sur le long terme. Oui, comme ça, je me rappelle d'un jeune de la filière ASP, donc agent de sécurité privée, qui est revenu pendant presque 8 mois, tous les mois nous voir, en perdant petit à petit du poids, et parce que son objectif c'était bien de rentrer au régiment, et il a fini par rentrer au régiment, et après on a continué son suivi pendant l'ensemble de sa formation. C'est-à-dire un accompagnement, et non pas simplement un refus parce qu'il est à G5, et donc le fait qu'il soit à G5, vous déclenchez un accompagnement sur le long terme, de manière à lui permettre de pouvoir entrer au CMA. Tout à fait, en fait on lui donne un objectif. Alors les objectifs peuvent être, par exemple si on prend d'autres items, par exemple il peut y avoir des gros problèmes dentaires, ça peut être, ton objectif c'est de te faire soigner 50% des dents avant de rentrer, et puis le reste on verra pendant ton temps de présence au régiment. Donc ça veut dire que vous travaillez quand même beaucoup avec des centres médicaux, des centres sociaux, donc externes, donc c'est-à-dire privés. Oui. Ouais. Colonel Pellissier, uniquement la question c'était, pour vous, est-ce qu'il y a une très grosse importance donc à travailler avec les centres privés? Et est-ce que les centres privés justement travaillent main dans la main avec le CEMAC? Alors moi je ne vais pas parler de privé, je vais parler de partenaires, et je vais peut-être abonder largement dans le sens de ce qu'a dit le colonel Bocon-Violet tout à l'heure, pour me faire la voix du parti, mais qui est la voix de la sagesse, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, en tout cas, ces jeunes, on veut les rendre employables. On les rend employables par une formation professionnelle, dans un environnement militaire, je reviendrai tout à l'heure à propos de l'autre sujet, et puis on veut les rendre employables, mais justement en s'adressant globalement à leur construction ou reconstruction. Actuellement en Guadeloupe, un jeune qui habite à Bouillante, 45 minutes de Pointe-à-Pitre, c'est pas très loin, eh bien venir à Pointe-à-Pitre c'est difficile. Alors trouver un cardiologue à côté de Bouillante, c'est très difficile. Honorer un rendez-vous de manière régulière chez un dentiste, c'est au-delà de l'entendement. Donc avoir des partenaires qui viennent au régiment, c'est pour eux, parce qu'ils ont des objectifs de politique de médecine de ville aussi, et pour nous, un double gagnant, enfin c'est du cas un partenaire gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que les partenaires, que ce soit dans le domaine social et dans le domaine médical,
ils ont, dans un régiment, c'est valable en Guadeloupe, mais dans tous les autres, ils ont une population captive. Des jeunes qui restent chez nous jusqu'à, certains d'entre eux jusqu'à 4 ans, parce que ceux qui font un contrat. Et donc, ils ont une population captive dont l'environnement militaire va s'assurer qu'ils honorent les rendez-vous. Donc, pour la médecine de ville, pour qu'elle ait des résultats, et ça c'est valable dans le domaine de la psychologie, évidemment, qui est hautement souhaité chez nous, mais pas seulement, eh bien, il y a tout intérêt à venir travailler sur cette patte qui est présente au régiment. Et pour nous, évidemment, ça renforce à la sortie le fameux caractère d'employabilité d'un jeune qui va aller sur le marché du travail en ayant, un, appris en effet un savoir-être, deux, si possible, des savoir-faire et des métiers, et trois, qui aura peut-être réussi à commencer des problèmes qui, sinon, vont gêner son employabilité, vont le suivre encore pendant des années s'ils ne sont pas pris à ce moment-là. Et donc on a tout intérêt, en effet, à avoir des partenaires de tous les domaines qui viennent, donc l'expression, si j'ai bien compris, c'est hub ou plateforme, mais qui ont tout intérêt à venir travailler chez nous pour justement ce travail de long terme sur ces jeunes. Oui, et nous on le voit tous les jours, on en a absolument besoin. Très bien. Les chiffres parlent en fait sur les jeunes qui viennent donc au SMA. Les chiffres donnent environ, je dis bien en moyenne, 30% de femmes, 30% de filles. C'est pas beaucoup, mais je m'aperçois que c'est à peu près, même pas d'ailleurs ce qu'il doit y avoir dans cet hémicycle. Donc 30% de jeunes filles, et ces 30% de jeunes filles arrivent habituellement, la plupart du temps quand même avec pas très gros handicaps, mais on va dire avec un très gros background derrière que vous êtes obligé de prendre en compte. La plupart du temps, elles ont peut-être 1 ou 2 enfants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fait de pouvoir justement faire un travail très, très important et à long terme sur ces jeunes filles qui viennent au SMA? Colonel Leboeuf. Alors là, c'est le volet, dans le volet médico-psychosocial, c'est le volet psychologique surtout. Effectivement, dans ces jeunes filles qui arrivent de milieux souvent défavorisés, moi j'ai constaté dans leur questionnaire médico-biographique, donc le questionnaire que l'on fait initialement, qu'il y avait des jeunes femmes de 18-19 ans qui ont 1-2 enfants, qui ont déjà subi 3, 4, 5, 6, 7 IVG. Et donc là, il y a 2 volets. Il y a le suivi psychologique qui est très important. Et puis, il y a également tout le volet éducation sanitaire, lutte contre les infections sexuellement transmissibles, et après, éducation sexuelle avec une ouverture sur des réseaux, effectivement, là, sociaux, assistantes sociales, pour les aider dans la prise en charge et dans la prise en compte et de leur vécu et de leur famille. Colonel Pelletier, vous vouliez rajouter quelque chose sur ces jeunes filles puisque vous aviez... Non, mais c'est exactement la même chose, la même logique qui prévaut à la même demande. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une population ciblée. Alors les chiffres ne sont pas si alarmistes que ça, enfin, moi j'ai pas l'impression au régiment en tout cas, mais il y a quand même une bonne proportion de jeunes femmes qui arrivent avec des problèmes qui nécessitent vraiment un traitement particulier. Et très honnêtement, nous ne sommes pas assez nombreux pour s'occuper de ces problèmes. Donc il faut qu'on ait des partenaires qui viennent plus longuement chez nous, bien sûr. Oui. Alors à moins qu'il y ait des questions sur ce volet un peu médical dans la salle, il ne faut pas hésiter. On va passer à notre deuxième thème qui est en fait le mélange de plusieurs mondes en fait ensemble nous avons avec notre témoin donc Côme ici présent, mais avant Côme, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le retour de tes 4 mois passés au sein du SMA de La Réunion, bien ça, et qu'est-ce que tu en as retiré? Merci. Donc je ne vais pas faire une présentation très théorique sur les orientations du SMA en 2025 et je vais parler à plus petite échelle donc de mon expérience et de ce stage. Pour placer un petit peu donc ce stage, je suis actuellement en 2e année à l'école polytechnique et j'ai effectué donc l'année dernière mon stage militaire. Tout d'abord aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan pendant 2 mois et demi. Pour recevoir quand même une formation en tant que chef de section. Et puis ensuite, je suis parti donc
4 mois et demi avec 3 de mes camarades au régiment du service militaire adapté de la Réunion. Donc le mélange culturel, c'est le thème de la table ronde. C'est pas vraiment ce qui m'a attiré de prime abord. Ce qui m'a attiré, c'était les responsabilités. C'est un des seuls stages où on nous proposait vraiment de prendre des responsabilités, de commander une section. Une section, ça représente 30 personnes. Et c'est quelque chose donc, qui m'a attiré. Et c'est pour ça que j'ai en partie donc, choisi ce stage. Quand je suis arrivé, ça m'a quand même fait un petit choc. Donc tous ces jeunes, ils étaient pour la plupart plus vieux que moi. Et c'était difficile ou assez délicat de réussir à trouver ma place. D'un côté, d'un point de vue de la hiérarchie militaire, j'étais leur supérieur hiérarchique. Et d'un autre côté, ils étaient jeunes, ils avaient mon âge, ils étaient peut-être un petit peu plus vieux que moi. Mais ces différences, elles se sont cristallisées à plusieurs moments. Le moment où je me suis la première fois rendu compte qu'il y avait une réelle différence, c'est quand je leur ai donné des cours de maths. Ça fait partie de leur formation, c'était une remise à niveau et ça faisait un peu partie de ce qu'on leur apporte. Et c'est vrai que ça m'a fait quelque chose, c'est anecdotique, mais c'est là où je me suis vraiment rendu compte la première fois de la différence. Je pense que ces jeunes, ils ont une perte fondamentale, une absence fondamentale de rigueur et de repères. Et c'est pour ça que le SMA marche si bien, c'est parce que le SMA leur apporte la rigueur, le côté militaire leur apporte des repères. C'est très bizarre à dire, mais de temps en temps, j'ai un peu eu l'impression d'être leur papa. Ils pouvaient se confier à moi, j'avais ce côté à la fois ferme mais assez accessible. Et malgré, au-delà en quelque sorte, la différence d'âge, c'est quelque chose qui était très particulier. Une autre anecdote aussi, donc quand j'étais chef de section, je leur faisais passer des entretiens donc, aux uns et aux autres pour réussir à comprendre d'où ils venaient, qui ils étaient. Et à plusieurs moments, je me suis rendu compte que j'étais incapable de leur répondre. On avait des vies tellement différentes, on vivait tellement pas la même chose que ça me dépassait complètement. Enfin, il y en a certains, ils ont vécu des choses affreuses. Il y en a certains qui étaient à la rue depuis des années et j'étais juste dans l'incapacité de répondre. Et c'est vrai que ça m'a fait un choc. L'image qui m'en reste, c'est pas vraiment ça. Ce qui me reste comme image, c'est que ces jeunes, enfin, quoi qu'on en dise et comment on en parle, ils ont une vraie joie de vivre. Enfin, ça reste des jeunes et c'était des jeunes marrants. Enfin, c'était vraiment des... Ils transpiraient, enfin, à certains moments, et ça dépend évidemment lesquels, mais ils avaient quand même une certaine joie de vivre. Et c'est ça qui nous rapprochait en quelque sorte au-delà des différences peut-être sociales, des mélanges de cultures. Au RSMA, donc les jeunes, on les accueille, on les accompagne, et puis ensuite on les réintègre dans la vie professionnelle. Et c'est vrai que ça marche. J'aimerais terminer par une anecdote. J'étais en week-end, donc hors service, et j'ai rencontré de manière totalement fortuite le père d'un des volontaires. Et donc on discute et il se trouvait que c'était le week-end précédent, c'était le premier week-end où son fils, donc, qui était passé au RSMA et que j'avais formé, rentrait chez lui. Et ce père, donc, de me raconter avec des larmes dans les yeux que c'était la première fois qu'il entendait son fils parler de prise d'initiative, d'adaptation à son environnement. Et même, enfin, je pense que le SMA est perfectible, et ça j'en suis convaincu, mais néanmoins, sur place, il change les choses, et c'est ce que je voulais dire et conclure. En un mot, une bonne recette, en fait, c'est rigueur et bienveillance, c'est ça ? Oui, je pense que ça va totalement dans le sens pour moi c'est vraiment la perte de repères qui fait que ces jeunes ils sont perdus, ils savent pas où ils vont, ils savent pas, ils arrivent au SMA la plupart du temps, c'est quand même parce qu'ils ont vu la lumière.
c'est souvent comme ça. C'est soit les parents qui les inscrivent, soit. Enfin, c'est vrai que de temps en temps, ils savent pas trop pourquoi ils arrivent là. Ils sont vraiment perdus. Et bah, la bienveillance, c'est primordial puisqu'ils ont forcément eu des passés difficiles, compliqués, et ils sont souvent assez renfermés. Enfin, oui, ils sont renfermés pour certains, et il faut de la bienveillance. Mais d'un autre côté, ce qu'on leur apporte réellement, c'est de la fermeté, c'est de la rigueur. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du fait que un jeune du SMA, quand une entreprise l'embauche, elle sait que derrière, il sera là à 8 heures tous les matins, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de jeunes et de s'ils n'étaient pas passés par le SMA. Et voilà, je pense que c'est vrai que c'est un juste milieu entre bienveillance et rigueur qui fait la recette du SMA. Alors, si je peux me permettre de confirmer parfaitement ce que Com dit, travaillant au sein d'une entreprise et ayant, on va dire, travaillé avec le SMA dans le cadre justement d'embauche, c'est la première des choses que demande l'entreprise privée, c'est qu'on arrive à l'heure, qu'on dise bonjour et qu'on soit là quand il faut et qu'on fasse ce qu'on a à faire. C'est le savoir-être, et c'est vrai qu'avec le SMA, les entreprises n'ont pas de doute à ce sujet. Donc voilà, ça corrobore tout à fait ce que tu dis. Colonel Pélissier, on avait parlé à un moment donné de reboot ton ordinateur. Je vois qu'il y a un petit point d'interrogation dessus. Ouais, alors je m'explique. En fait, quand ces jeunes sont là, quand ces jeunes arrivent, le but c'est de reformater un peu leur code, leur concept, leur relation. C'est un peu est-ce que vous pouvez juste un petit peu développer là-dessus? En parlant de l'expérience de Saint-Martin d'abord, ou non, ou en parlant de ça? Ah oui, Voilà. Oui, alors moi, ce que je dis souvent à mes jeunes, et ce que je pense qu'il faut qu'ils fassent en venant au SMA, c'est qu'ils changent de référentiel intellectuel, et c'est une des grands objectifs du SMA pour arriver justement à satisfaire les employeurs après, pour arriver à dépasser peut-être leurs difficultés de la vie. Il faut qu'ils changent de logiciel interne, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils perçoivent que l'autorité, c'est pas l'oppression, l'autorité, ça fait grandir. Il faut qu'ils perçoivent que seul, on ne peut rien faire. Il faut qu'ils perçoivent que la notion de groupe, ce n'est pas la notion de groupe dans un sens défensif, mais c'est dans un sens constructif. Et ça, c'est donc la devise, la rigueur, la réussite par l'effort et le travail qu'il fait. Et donc, en effet, il faut ce brassage, ces jeunes qui sont un peu perdus, qui sont quand même joyeux, etc., le but, c'est d'arriver, ce que je pense, moi, c'est d'arriver à leur faire changer de référentiel, de regard. Je parlerai peut-être après sur eux-mêmes, mais déjà sur la vie, sur la société, qui quelquefois ne les a pas aidés ou ne leur a pas donné leur chance, et donc de les convaincre que ce qu'ils percevaient comme étant négatif est en fait positif. Vous avez été en charge à la suite des ouragans Irma Maria, en fait, des plans de sauvetage des populations sur les différents territoires. Les jeunes sont associés en fait à ces opérations dans le cadre d'un petit peu ce que vous appelez vous le savoir donner. C'est un petit peu, je crois, ce que vous dites, qui existe aussi d'ailleurs au sein des entreprises en fait. Mais donc ce savoir donner, c'est savoir donner à des populations qui quelquefois sont beaucoup plus en fragilité qu'eux-mêmes. Et donc ce qui permet à ces jeunes de se rendre compte que déjà ils servent à quelque chose, parce qu'ils savent et ils peuvent aller aider. Ils sont utiles, et en même temps de les confronter à d'autres histoires bien tristes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet et qu'est-ce que ça leur apporte? Alors après le cyclone Irma, puis Maria, mais après Irma, sont arrivés sur l'île de Saint-Martin une unité de l'armée de terre, plus classique, très aguerrie, le 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui était d'alerte en métropole, qui a décollé au coup de sifflet et qui est venu assurer la sécurité de Saint-Martin. C'est des soldats qui sont formés pour ça, qui ont des formations initiales de 6 mois, puis ensuite des formations de spécialité, qui pour certains ont fait le tour des théâtres d'opération du monde, etc. Ils sont arrivés dans des conditions rustiques, dégradées, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire, et puis ils ont fait leur mission pendant quelques semaines. Et puis, dans les mêmes conditions, a débarqué à Saint-Martin un contingent de jeunes du service militaire adapté, qui pour certains avaient 2 mois de présence au régiment, qui sont partis exactement dans les mêmes conditions que des soldats professionnels, c'est-à-dire dans l'urgence. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, ils ne savaient pas
comment ils allaient vivre. D'ailleurs, ils ont vécu de manière assez rustique, et de l'avis de tous, donc c'est pas moi qui m'en glorifie, mais de l'avis de tous les acteurs sur place, ils ont conduit pendant les 15 premiers jours qui étaient les plus critiques, mais jusqu'à 3 mois, parce que les unités qui venaient pas seulement de la Guadeloupe, mais aussi de la Guyane et de la Martinique, ont conduit pendant 3 mois un travail phénoménal au service de la population. Donc ils ont donné. Ils ont donné et sans être payés. C'est-à-dire que ce n'est pas des soldats professionnels, donc bien, cet aspect-là n'est pas négligeable, c'est-à-dire que pas de rémunération particulièrement attrayante pour partir 15 jours dans des conditions déplorables, aider son prochain. Certains d'entre eux sont formés pour ça, puisque nous avons des modules qui sont formés par la sécurité civile pour le déblaiement, mais la plupart d'entre eux sont là pour aider avec leur cœur, leurs petits bras et leurs brouettes, avec des gants qu'on a réussi à leur donner. Donc ce qu'on peut noter, c'est qu'en effet, ils ont su donner, ils ont su être généreux, et ils ont été très fiers de... Il n'y a personne qui a manqué à l'appel, puisqu'ils auraient très bien pu dire, attendez, moi je suis venu pour être plombier, hein, je ne suis pas venu pour aller intervenir sur un tête d'opération avec des militaires, dont on me dit en plus à Saint-Martin qu'il y a des pillages, donc de l'insécurité. Eh bien, il n'en manquait pas un à l'appel, et c'est assez extraordinaire ce qu'ils ont pu faire là-bas. Pourquoi ont-ils pu faire cela? Alors déjà, bien sûr, c'est dans le contrat du service militaire adapté de tous les régiments d'être un acteur de la sécurité publique. Donc en cas de catastrophe naturelle, ça fait partie des plans depuis très longtemps que nous participons, et nous sommes prêts, nous nous entraînons chaque année à de telles éventualités, soit dans le cadre de la période cyclonique, donc qui revient malheureusement chaque année, même si elle était plus dure cette année que les autres, soit dans le cadre de toute autre catastrophe naturelle. Donc on est formé ou entraîné pour ça, mais pas tout le monde. Mais ils ont pu le faire aussi, puisque justement, pour à la fin être des gens qui sont appréciés des employeurs, il y a une méthode de développement humain, il y a une méthode de réalisation de soi qui est originale et qui se retrouve pas dans un CFA. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que un régiment du service militaire adapté, c'est 70% de formation professionnelle, évidemment, c'est le cœur nucléaire du fonctionnement du régiment, sinon il n'y a aucune légitimité. C'est 30% d'activités dites militaires. Courir le matin, ce n'est pas forcément militaire, mais c'est représenté dans ces 30%. Et c'est 200% d'environnement militaire qui fait toute la différence. Et un peu comme, puisque j'ai en face de moi donc, le scoutisme, donc, un peu comme les scoutismes où on apprend aux jeunes en fait, à se dépasser pour après être plus fort dans la vie, pour se construire, eh bien, ces jeunes-là, en plus, le supplément d'âme du régiment de service militaire adapté, c'est qu'ils vont commencer par faire des classes. Alors, c'est pas comme dans l'armée de terre, ça dure 6 mois, mais pendant ces classes-là, ils vont faire des choses qu'ils n'ont jamais faites avant. Ils vont marcher, ils vont s'entraider, ils vont tirer une corde, ils vont nager avec des chaussures, enfin des choses qui peuvent évidemment faire sourire, mais en fait, c'est ça qui va les construire, et c'est ça qui va forger une cohésion si chère dans les armées, parce que c'est une des forces principales des armées, et qui fait que certains d'entre eux n'étaient pas là depuis 2 mois déjà, qu'ils étaient engagés en opération comme un soldat professionnel. Et je pense que du coup, ils en retirent, j'espère, un regain de confiance en eux-mêmes. Le SMA, c'est un incubateur de talent, un révélateur de talent, et c'est une remise en selle pour que les jeunes prennent confiance en eux, puisque chacun a du talent dans un domaine différent, que pour l'instant, il n'avait peut-être pas pu le mettre en valeur ou même le comprendre, quel était son talent, mais on est là pour leur redonner confiance ou pour leur donner les pistes qui vont leur permettre, à plus ou moins long terme, d'avoir confiance en eux, de savoir qu'ils ont de la valeur et qu'ils vont réussir dans la vie. Et des choses comme ça, le SMA permet de les faire, et ça permet, donc, je pense, à ces jeunes qui ont été engagés. J'ai parlé de Saint-Martin, mais aussi évidemment en Guadeloupe, puisque à peine avions-nous le dos tourné pour aller à Saint-Martin que l'ouragan Maria est passé sur la Guadeloupe, et que beaucoup de nos jeunes ont aussi été engagés au service de la Guadeloupe dans des conditions dégradées. Donc tous ces jeunes-là, voilà, c'est un supplément d'âme. Je pense que ça les marquera, qu'ils le sachent ou pas, qu'ils l'intègrent ou pas, mais ça les marquera. Et donc demain, dans la vie active, les employeurs pourront dire que quelqu'un qui a fait 15 jours à Saint-Martin dans ces conditions-là, sans se plaindre, par rapport à quelqu'un qui sort d'un CFA, il y a quelque chose de plus. Tout à fait. Effectivement, ça fait partie des acquisitions du savoir-être.
mais également ça permet d'avoir cette estime de soi qui leur manque terriblement et qui leur permettra d'aller plus en avant et de mieux s'insérer et d'avoir, avec cette confiance qui leur manquait depuis le début. Je reconnais qu'effectivement c'est une merveilleuse école à ce niveau-là. Comme des différences, vous avez vu des différences au bout de ces 4 mois vis-à-vis de ces jeunes, des différences flagrantes sur justement cette confiance un peu en eux? Alors, durant le stage, donc nous on s'occupait de la formation militaire, ça dure 1 mois, donc les classes. Et donc là, pendant ce mois-là, déjà on voit des différences. En amont, on voit des différences parce que ils arrivent du civil, ils arrivent avec ce qui marque le plus, c'est vrai, mais tous leurs cheveux et toutes leurs affaires. Et rapidement, au fur et à mesure, en fait, on sent que d'une multitude de personnes qui ne se connaissaient pas et qui arrivent dans un même endroit, il y a des groupes qui commencent à se créer, il y a une unité qui commence à se créer. Ça se voit notamment à un moment donc un peu clé de leur stage, c'est un terrain, donc ils partent pendant quelques jours pour aller camper à La Réunion, donc c'est dans les Hauts, et ils font un peu de sport, enfin ils découvrent la vie d'un militaire qui part sur le terrain en gentil. Et on se rend compte, moi j'ai trouvé que vraiment c'était pendant cette période, donc pendant le terrain où il y avait vraiment, on a fait notamment une piste d'audace, donc c'est un parcours avec des obstacles et on est obligé de céder pour passer les obstacles. Et c'est vrai que ça a été un peu le moment où s'est cristallisé les différents groupes, le fait que donc il y a une vraie cohésion entre ces personnes qui arrivent au SMA. Ensuite, c'est vrai que ils ont une formation professionnalisante et ils évoluent toujours durant cette formation. Mais le cœur, je trouve, de la création de cet esprit de groupe du SMA, c'est vraiment pendant ce premier mois. Un grand merci, Com. Moi, je trouve qu'il est passionné, ce garçon. C'est un bonheur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très agréable, en tout cas, d'entendre un jeune parler de cette manière, de cette expérience. Je trouve ça remarquable. Et ça fait aussi, moi, je trouve, vraiment partie vraiment du savoir donner. Vraiment. Écoutez, on arrive à la fin de cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions auxquelles nos intervenants se feront un plaisir de répondre? Je sais, c'est toujours la première qui est difficile à faire, mais allez-y, lancez-vous. Ah, merci. Dominique. Dominique Arthur de l'Ordre de Malte France. Bon, je vous remercie beaucoup pour cette table ronde, parce qu'on a enfin abordé un sujet. Je suis un peu déçu dans le petit document qu'on nous a remis du programme de ne pas voir très explicitement le mot éducation apparaître au bon sens du terme. Dans le programme, on parle de compétences, certes, mais il faut, comme vous venez de le dire, que les bases soient solides, qu'on reprenne confiance, qu'on soit dans cette classe préparatoire à la vie active que peut être le SMA. On vit aujourd'hui, je pense, une crise du leadership qui est certainement une crise de l'éducation initiale, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne sont plus en capacité d'agir après décision, c'est-à-dire capacité de discerner pour choisir, décider et agir. Je pense que le SMA présente cette particularité dans un temps de pensionnat et de 6 mois d'offrir cette opportunité aux jeunes, et c'est sans doute ce qui en fait la différence avec d'autres acteurs ou d'autres opérateurs de l'insertion. J'aimerais savoir pourquoi ce mot éducation n'apparaît pas plus dans le programme. Alors, je suis arrivé à la bourre, j'ai peut-être loupé une partie des tables rondes. Merci. Qui veut répondre à cette question? Éducation est un mot très vaste, il faut dire également. Éducation, ça regroupe une foultitude de choses, savoir-être, savoir-faire, codes sociaux. C'est énorme. Et ça, je veux dire, le SMA y répond. Et il répond par justement leur ADN, j'aurais tendance à dire.
Colonel Plessis, vous voulez répondre ? Pour répondre à votre question, sans être trop long, mais c'est pleinement dans la mission du service militaire adapté. C'est le rôle premier des cadres, puisque quand vous avez un cadre qui a passé 15 ans à conduire des chars, il ne va pas être du jour au lendemain devenir un expert agent accueil touristique. En revanche, ça reste un chef militaire qui saura éduquer ces jeunes. Donc c'est le cœur. Et après, pour être plus précis, parce que ça c'est du blabla de la philosophie, mais il y a quand même derrière de l'acquisition des compétences de base, donc de l'éducation au sens plus classique, avec de la remise à un niveau scolaire, avec de l'apprentissage de techniques de base comme de CV, et avec l'éducation militaire, qui s'appelle tout simplement l'application des règlements militaires, qui est en soi une éducation à la vie d'adulte. C'est un peu quand je disais 200% d'environnement militaire. Une autre question ? Oui. C'est plus une remarque qu'une question. Je voulais me réjouir de ce qu'on a entendu pendant les 3 tables rondes sur le savoir-être. Parce qu'un savoir-faire sans savoir-être, c'est quelquefois un petit peu difficile à exploiter. Alors qu'un bon savoir-être, avec des compétences qui petit à petit peuvent se tirer vers le haut, ça me semble très important. Et ce mot savoir-être, on l'a entendu plusieurs fois cet après-midi, et ça me paraît vraiment important. Et le médecin-chef en parlait aussi tout à l'heure, la vie communautaire des jeunes. Alors vous avez fait un petit clin d'œil au scoutisme, mais quand on entendait aussi notre collègue du compagnonnage, cette vie communautaire, et tu en parlais très bien, comme cette osmose qui se construit petit à petit dans les sections, avec cet esprit d'entraide, etc. Voilà, moi, je tenais à témoigner de la richesse de ce que vous pouvez proposer. Et comme je disais à mes voisins en aparté, on avait l'impression on a vraiment un ADN commun par rapport à ces jeunes en difficulté, tu le disais, qui ont vécu des choses compliquées pour certains d'entre eux. Et vraiment, vous parlez d'éducation, mon général, mais tout ce qu'on peut proposer à ces jeunes en difficulté, c'est vraiment une grande richesse qu'on a pu entendre cet après-midi. Merci beaucoup. Nicolas Truel, apprenti d'Auteuil. Aussi beaucoup de proximité, beaucoup de choses qui font écho directement sur ces thèmes d'éducation. Je pense que d'une certaine manière, on n'a fait pas que parler de cela. Peut-être que le mot n'est pas apparu, mais tout ce dont vous parlez, et en particulier le rapprochement cadre et bienveillance, règles et ouverture, me paraît être la définition même de ce qu'il faut pour grandir, et donc ce qu'est un cadre éducatif que vous mettez en œuvre au SMA. Donc voilà, aussi un témoignage pour dire la proximité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de liens entre Apprentis d'Auteuil et le SMA dans les départements d'outre-mer où nous sommes présents avec vous. Une question, parce que, comme l'a évoqué fortuitement, mais ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez pouvoir faire avec les familles des jeunes que vous accueillez. Alors, je vais répondre à partir du moment où un jeune rentre au régiment, il est sous statut militaire. À partir de là, il est ayant droit, comme tous les militaires, pour toutes les actions mises en œuvre par l'action sociale des armées. Ayant droit pour conjoint, s'il y en a un, et enfant. Donc, on a, tous les jours, on traite, entre guillemets, des dossiers de jeunes, alors garçons ou filles, parce qu'il y a les deux quand même, qui ont des enfants et donc qui deviennent du jour au lendemain des ayants droit de la défense. En revanche, l'action sociale des armées n'a pas d'action vis-à-vis des ascendants. Voilà. Mais à Saint-Martin, par exemple, on avait 2 ou 3 jeunes qui étaient issus de là-bas et qui avaient des enfants. On a participé aux actions d'aide au relogement, d'aide à la rééducation derrière, parce que c'était des ayants droit de la défense. Alors, ouais, je ne sais pas si on m'entend. Si, Agnès ? Un peu plus fort. D'accord.
Moi, sans remonter à l'IoT avec le rôle social de l'officier, parce que ça, c'était une source d'inspiration à une époque pour l'avenir du SMA, je voudrais quand même m'appuyer sur le rôle social, parce qu'on retrouve ce terme dans l'intitulé de la 3e table ronde. Et je sais que le SMA travaille sur la formation citoyenne, avec l'attestation formation citoyenne. Et à une époque, on réfléchissait, et ça a été les résultats aujourd'hui, sur le fait que le stagiaire soit un citoyen actif et responsable. Donc actif au sens production pour le chef d'entreprise, qu'il ait sa place dans l'emploi, mais responsable dans son sens citoyen. Alors, quand on pose la question, est-ce qu'on aura encore un rôle social au sein des économies ultramarines, quelles vont être les mesures appliquées par le SMA pour renforcer cette démarche de formation citoyenne, puisqu'on a vu qu'au niveau professionnel, on pouvait encore un peu se perfectionner. Au niveau des savoirs de base, français, maths, on pouvait encore aller un petit peu plus loin. Mais au niveau du social, comment est-ce qu'on va pouvoir renforcer cette démarche du SMA sur la construction de l'individu? Alors, je ne sais pas, peut-être quelqu'un d'autre que la table ronde, ou vous, mon colonel, peut-être que, je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question, mais la question se pose pour demain, quoi. Pour le renforcer, je pense que c'est un peu le sens de mon plaidoyer sur le partenariat, puisqu'il y a plus il y a de partenaires qui viendront travailler, donc plus on aura des individus solides à la sortie, et donc plus le rôle social du SMA sera renforcé. Il l'est déjà par nature, puisqu'on fixe pour la Guadeloupe entre 800 et 1000 jeunes qui ne sont pas tous des jeunes délinquants en puissance, hein, parce que ça aussi on voudrait tous nous... Non, mais c'est pas vrai, mais on fixe quand même à la fois intellectuellement, en formation et même de manière avec leur modeste salaire, donc un niveau de vie, on garantit un niveau de vie à peu près décent, donc on a un rôle social immédiat, et justement plus on va avoir de partenaires qui viennent travailler sur l'ensemble des domaines qui forment les compétences de l'individu, plus ce rôle social sera solide et étendu. Et ce matin, on a eu une petite réunion de travail avec, entre autres, un des RFI, un représentant de Polops, un psychologue du SMA, et c'est quelque chose qui est pris en compte actuellement par le COM-SMA, du rôle médico-psychosocial au sein du SMA, mais je pense que là-dessus, soit Philippe, soit Jérôme seraient mieux placés pour en parler sur les travaux qui sont en cours. Mais il y a des travaux qui sont actuellement en cours. Donc, Éric Dujancois d'Apprentis d'Auteuil. Vous nous avez montré à quel point le fait de pouvoir faire bénéficier ces jeunes dans une certaine durée d'un cadre contenant et d'un accompagnement proche était bénéfique. Vous avez évoqué le taux de sortie positive. Alors nous, on s'y retrouve bien et dans le cadre contenant et dans la durée. Je pense qu'aux compagnons du devoir, ils ont la même perception de l'importance de tout ça. Mais du coup, moi je voudrais parler de la sortie et de l'attention que nous avons, mais que vous avez peut-être aussi à accompagner dans la sortie, ou la préoccupation que vous avez à accompagner dans la sortie des jeunes qui sont peut-être en sortie positive au sens, je veux dire, administratif du terme, mais qui quand même ont bénéficié de ce milieu contenant pendant un temps relativement long et qui, du jour au lendemain, vont retrouver leur contexte de vie, leur isolement parfois, leurs difficultés. Et comment vous envisagez ou vous percevez la nécessité peut-être d'un accompagnement avec un accompagnement qui se réduit en sifflet et non pas qui tombe d'un coup? Alors, je vais répondre à plusieurs plans. Déjà au plan légal, comme beaucoup d'organismes, on est tenu de suivre pendant les 6 mois qui suivent, donc 6 mois après la sortie du régiment, le statut des stagiaires. Et notamment nos chefs de section qui, entre-temps, ont reçu peut-être 2 ou 3 promotions, continuent d'œuvrer, vraiment, d'essayer de trouver un emploi pour ceux qui ne seraient sortis ni avec emploi, ni avec reprise de formation. Donc ça, c'est bon, la loi nous y oblige, donc on le fait.
Maintenant, pour être très franc sur ce qui concerne le... Alors, pour continuer à répondre de manière réglementaire, du moment qu'un volontaire a rejoint les armées, il est, ce que je disais, donc éligible à l'accession sociale des armées pendant, il me semble, encore quelques mois ou années après sa sortie. Donc, quelqu'un qui a un problème social, concrètement, c'est pas parce qu'il a quitté le régiment qu'il va être lâché en race campagne, parce que c'est toujours un ayant droit pour l'action sociale aux armées, avec un temps donc, que je ne maîtrise pas. Maintenant, et c'est bien pour ça, je pense qu'on parle de consolidation, d'amélioration de la qualité, très honnêtement, on est incapable de suivre 1000 jeunes qui quittent le système chaque année dans la durée. Ce n'est pas possible. Voilà. Humainement, ce n'est pas possible. Quand vous avez pour 60 mécaniciens en formation dans l'année, 2 cadres d'active et un formateur professionnel pour ces 60-là, non, c'est pas possible. Donc, il y a une partie qui nous échappe, et c'est un des sens, peut-être que Philippe, tu veux, je l'ai suivi à 2 ans, peut-être, mais un des travaux du COM-SMA, c'est d'essayer d'avoir une vision à plus long terme sur ce que sont devenus les jeunes, au-delà des règlements qui sont valables pour tout le monde, pour tous les CSA, etc., les CFA. C'est essayer de voir si l'impact est à plus long terme. Bon, c'est effectivement, sans dévoiler... Mais c'est un projet qui est porté par la ministre, qui l'a annoncé dans la presse, donc il n'y a rien de secret. Mais c'est justement maintenant qu'on a fait cette montée en puissance de 3 000 à 6 000, qu'on a atteint une performance, celle qui nous était demandée dans le cadre des politiques publiques, c'est d'arriver à renforcer, et c'est bien le thème, c'est de l'employabilité durable, c'est d'aller chercher plus loin. Et vous le savez comme moi, parce qu'on avait travaillé dessus avec la direction prospective d'Apprentis d'Auteuil, sur cette capacité à mesurer l'impact social et économique. Et là, on a quelqu'un qui pourra en témoigner pendant la courte pause ou pendant le cocktail, avec Olivier Sudry, qui est un spécialiste de l'évaluation sociale et économique des politiques publiques. Voilà, je suis désolé de couper, mais la ministre a quitté le ministère, donc si vous voulez faire une pause, une petite pause rapide, et puis on se retrouve pour la deuxième séquence de cette journée. Merci aux intervenants et à l'animatrice.